Bonsoir chers abonnés, il est 19h30 à Lomé au Togo, 18h30 à Dar es Salaam en Tanzanie. Votre journal, principale édition d'information de la soirée sur Media Afrique News débute sur nos antennes. Voici les titres du 20h. En RDC, les jeunes Kinois rêvent d'un avenir dans la musique, un pont pour sortir de l'oisiveté qui émerge de tous les vices dans cette partie du pays. Le rap est le choix de ces jeunes et non la rumba, comme il est de coutume à Kinshasa. Au Tchad, le MPS entendait par là le mouvement patriotique du salut dit soutenir la transition tchadienne qui a pour président Mahamat Idriss Déby. Nos envoyés spéciaux Martial Tsonga et Justin Bitégué ont interviewé pour nous le secrétaire général et porte-parole du MPS. Nous aurons également dans ce 20h30 en direct depuis Kinshasa notre correspondant Imani Christian qui nous entretiendra sur les perquisitions des domiciles de l'opposant Moïse Katumbi et de son conseiller stratégique. Nous débutons ce 20h30 avec cette actualité qui vient de tomber. Les services de renseignement militaire de RDC viennent de perquisitionner à Kinshasa, la capitale congolaise, dans les quartiers GB et Macampagne, les résidences de Moïse Katumbi et de son conseiller stratégique Salomon Idi Kalonda Dela, dans la capitale congolaise. Notre correspondant Imani Christian en direct. Bonsoir Imani, qu'en est-il exactement de cette situation ? Ce qu'il faut préciser, il s'agit de Moïse Katumbi. Ce jeudi 8 juin, le matin, les services de renseignement militaire ont perquisitionné les domiciles kinois de Moïse Katumbi, la première cible du régime depuis qu'il a annoncé son intention d'être candidat à la présidentielle et que le régime a compris que sa grosse officielle consista à utiliser la proposition de la loi Tchani baptisée des pères et des mères pour tenter donc de barrer la route à l'ancien gouverneur ne passerait pas. Non pas que la majorité parlementaire achetée à coût de centaines de milliers de dollars puisse se rebiffer, mais bien que la communauté internationale a fait passer le message qu'une telle loi fondément raciste et porteuse de toute les divisions pourrait la pousser à revoir notamment les financements accordés par la Banque mondiale et les FMI, de financement dont a besoin donc le pays face au coût dispensier du régime. Aujourd'hui, après le long mois des relations suivies entre Tshisekedi et le président rwandais Kagame, l'argument massif s'appelle actuellement le Rwanda. Si vous voulez donc vous débarrasser d'un ennemi, collez-lui seulement un lien avec Kigali. Alors que le service sont revenus mais prédit de la réquisition à la concession dite de cette villa de Moïse Katumbi, une autre équipe lourdement armée s'est rendue au domicile de Lumumbashi de Salomon Kalonda, son conseiller spécial, arrêté violemment sur le tarmac de l'aéroport de Ndjidi. Nous sommes le 30 mai dernier et toujours empêchés de voir ses avocats. Là, il faut dire également, ils ont refusé la présence des avocats, repoussé les membres de la famille qui venaient pour leur ouvrir les portes de la demeure, déserte depuis l'arrestation du principal conseiller de Moïse Katumbi. Maître Alexis Ndoua, qui est un des avocats de Kalonda, a été arrêté parce qu'il s'est montré trop insistant pour être simplement présent au moment de la fouille de lieu. À l'intérieur de la maison, dont les portes ont été défoncées et les vitres brisées, alors que des membres de la famille s'est proposé de leur donner les clés. Les perquisitions ont débuté sous les regards du général Andaïwe, le chef de renseignement militaire ex-DEMIAP, venu de nuit dans un vol spécial depuis Kinshasa. Selon nos informations, aucun témoin, les quartiers est bouclé, les voisinages évacués et les militaires sur place sont particulièrement agressifs selon divers témoignages également. Un scénario qui rappelle étonnamment les efforts orchestrés par le précédent régime pour disqualifier Moïse Katumbi, des efforts qui ont abouti à son impossibilité de se présenter également aux élections, mais qui n'ont pas permis au régime de se maintenir. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette perquisition de la concession de cette villa chez Moïse Katumbi. Merci Mani Christian pour toutes ces précisions, vous qui étiez en direct depuis Kinshasa en RDC. Merci beaucoup à vous également.
Politique au Tchad, le mouvement patriotique du salut, formation politique fondée par le défunt président Idriss Déby Itno, dit soutenir le pouvoir de la transition tchadienne. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du parti, maître Jean-Robert Padaré, était au micro de nos envoyés spéciaux sur place, N'Djamena, Martial Tsonga et Justin Mitégué. Le MPS, dès la disparition du maréchal, était l'un des premiers partis à croire en la transition. D'aucuns pensaient que le MPS allait faire le forcing pour garder le pouvoir. Nous avons dit non. On est dans une situation exceptionnelle. Il faut le rassemblement. Nous avons accepté, nous avons soutenu le Premier ministre qui n'était pas lors de la première phase de la transition. La deuxième phase de transition, on a pris un Premier ministre qui combattait de manière féroce et radicale le MPS. Lorsqu'il était nommé Premier ministre, d'aucuns pensaient que le MPS allait quitter la transition. Nous avons dit non. Nous soutenons la transition parce que, in fine, c'est le salut du Tchad qui est la chose la plus importante. Le MPS entretient de très bonnes relations avec le pouvoir de la transition, comme tous les autres partis d'ailleurs qui participent au gouvernement d'Union nationale de la transition. Nous avons nos réserves. Quand nous constatons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous l'exprimons. Comme ce qui s'est passé récemment dans la zone méridionale, plus précisément à Doba et à Koumra, le MPS, par un communiqué, n'a pas hésité de dénoncer le laxisme du gouvernement. Et n'a pas hésité à dénoncer les discours de haine que certains, entre guillemets, responsables politiques qui, en fait, en réalité, sont des apprentis sorciers. Et donc, nous avons interpellé le gouvernement, nous avons fait comprendre au gouvernement, c'en est de trop, que les lois de la République doivent être appliquées. Parce qu'après tout, la démocratie, c'est pas l'anarchie. La démocratie, c'est un état de droit. Et un état de droit, c'est un état qui a des lois. Et les lois doivent être appliquées parce qu'elles ont été votées pour ça. Donc, je pense que le président de transition également a pris conscience de cela. Et lors du dernier conseil des ministres extraordinaires qui avait adopté le projet de loi constitutionnelle, eh bien, je crois, en termes de communication, il a demandé au gouvernement de veiller à la stricte application des lois de la République. Et nous en sommes donc très satisfaits. On reste en politique avec, au Sénégal, la fin du dialogue national initié par le président Macky Sall, où à l'occasion du Conseil des ministres qui s'est tenu à Dakar, mercredi dernier, le chef de l'État sénégalais est revenu sur la crise qui secoue le pays. C'était pour lui l'occasion d'annoncer une prise de parole d'ici le 25 juin à la suite des travaux de son dialogue national. Que peuvent attendre les Sénégalais de cette prise de parole? La réponse avec Karl Makemba. Je voudrais, à l'entame de ma communication, m'incliner devant la mémoire des personnes décédées lors des incidents graves notés ces derniers jours dans les régions de Dakar et de Ziguinchor. Je voudrais à cette occasion vous demander de vous lever pour observer une minute de silence et de prière. Je souhaite en même temps prompt rétablissement aux blessés. C'est par ces propos rassurants que le président sénégalais Macky Sall a ouvert les travaux du Conseil des ministres mercredi. Est-ce le signe d'un apaisement dans le pays? Les premiers signaux observés ne semblent en tout cas pas abordés en faveur de l'apaisement, à en croire les 38 mineurs qui comparaîtront au tribunal de Dakar à partir de ce vendredi et qui seront les premiers d'une longue liste parmi les 500 personnes interpellées à la suite des violences qui ont ensanglanté le pays. À cette occasion, Amnesty International s'inquiète déjà du signal qui est donné par les autorités sénégalaises à l'occasion de ces premières comparutions. Nous avons beaucoup de craintes que l'État essaie de sévir ou
lancé un message pour évidemment dissuader les prochaines manifestations. Donc nous sommes très préoccupés par rapport à ça et nous allons suivre avec beaucoup d'attention. Le dialogue national initié par le président de la République a vu la participation de Karim Wade et de Khalifa Sall, signe d'une ouverture de la part des deux personnalités politiques de l'opposition, condamnées par la justice en 2015 et en 2018, qui espèrent bien bénéficier de l'amnistie du chef de l'État en vue de participer à la prochaine élection. Mais pour l'heure, ce sont surtout deux questions qui cristallisent les débats. L'avenir du président de la République et le sort qui sera réservé à Ousmane Sonko. Sur le premier point, certains y voient déjà dans une plus que probable réhabilitation de Karim Wade et de Khalifa Sall un alibi du pouvoir en place pour mieux faire accepter la candidature de Macky Sall à un troisième mandat. Mais au-delà des spéculations, la seule chose dont on est à peu près certain à l'heure actuelle, c'est que le climat politique demeure explosif dans le pays, puisque le F24, la coalition opposée à une troisième candidature de Macky Sall et qui fédère des partis politiques, des intellectuels ainsi que des organisations de la société civile, a appelé à de grandes manifestations vendredi et samedi dans tout le pays. Et le pouvoir sénégalais, qui n'exclut toujours pas de faire arrêter le président du PASTEF, ne joue pas en faveur de l'apaisement. Le chef de l'État entend en tout cas s'adresser à la nation d'ici le 25 juin à l'occasion de la remise du rapport sanctionnant les travaux du dialogue national qu'il a initié. Une occasion aussi d'apporter des réponses à toutes ces spéculations. En RDC, va-t-on vers un possible départ des forces de paix de l'ONU, car après plus de 20 ans de présence, les Nations Unies étudient comment retirer leurs forces de maintien de la paix en République démocratique du Congo le plus rapidement possible, mais de manière graduelle et responsable, a déclaré mercredi à Kinshasa le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix. Explication, Maurice Mvé. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix a déclaré que l'ONU souhaiterait retirer sa force de maintien de la paix en République démocratique du Congo progressivement. L'une des raisons de ce retrait serait liée aux dizaines de morts l'année dernière au cours d'une des manifestations hostiles à cette force. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps travailler avec les autorités congolaises pour que, je l'ai dit, le processus de montée en puissance de l'État congolais nous permette, nous, de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais le faire de manière responsable. Le patron des opérations de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a reconnu devant la presse qu'il y avait bien une forme de frustration de la part d'une partie de la population et que par ailleurs, cela pourrait être dû à des manipulations d'informations sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Lacroix a par ailleurs évoqué les inquiétudes avec en ligne de mire les élections de décembre prochain en RDC en soulignant les préoccupations de l'ONU face aux violences des manifestations récentes. Présentes sur le territoire congolais depuis 1999 avec pas moins de 16 000 soldats, l'Organisation des Nations Unies réfléchit à un processus de transition pour le retrait de ses troupes dans de bonnes conditions. Au Nigeria, l'armée admet avoir tué 39 civils en début d'année. Les faits remontent au 24 janvier 2023. Une frappe aérienne de l'armée nigériane tue 39 civils à Nasarawa. L'armée, qui a d'abord été dans le déni des faits, a finalement reconnu sa responsabilité dans cette tragédie après une enquête de Human Rights Watch dont le rapport sur cette affaire a été publié le 7 juin dernier. Michael Ba. Depuis 2018, une vaste opération réunissant l'ensemble des forces de défense nigérianes a été entreprise afin de sécuriser le territoire. Des raids contre les milices armées et Boko Haram qui tournent souvent mal au détriment des populations civiles. Ce fut le cas le 24 janvier dans l'état de Nasarawa, au centre du Nigeria, où une frappe aérienne de l'armée de l'air a tué 39 civils. Les autorités militaires, qui ont d'abord au tout début prétendu qu'il s'agissait d'une attaque menée par un drone non identifié, se sont finalement ravisés 6 mois plus tard, après une enquête menée par l'ONG Human Rights Watch. En effet, dans un courrier adressé à l'ONG, l'état-major de l'armée de l'air reconnaît être l'auteur de ce carnage. Selon l'état-major, la frappe a été faite sur la base des renseignements crédibles indiquant des mouvements de troupes terroristes présumés. Toutefois, l'ONG accuse la lenteur du gouvernement à reconnaître son implication et le fait qu'il n'accompagne pas les familles des victimes.
Le retard inacceptable de l'armée à admettre le meurtre et les blessures de dizaines de civils ne fait qu'aggraver la tragédie de cette attaque choquante. L'armée nigérienne devrait rendre pleinement compte de ses actes, ainsi qu'une compensation financière et une aide aux moyens de subsistance à la mesure des besoins des victimes et de leurs familles. Depuis 2017, Human Rights Watch estime à 300 le nombre de personnes tuées suite aux frappes aériennes de l'armée. Des attaques qui étaient destinées à des bandits ou aux groupes comme Boko Haram. En proie à de graves crises sécuritaires dans le nord-ouest et la ceinture centrale du pays, le Nigeria a, en 2018, lancé l'opération Real Stroke en collaboration avec les États-Unis, une opération coordonnée de toutes les forces de défense et de sécurité qui pourtant peinent à garantir la sécurité des Nigérians. On se dirige en RDC pour parler santé. Au Nord Kivu, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce mercredi 7 juin 2023 dans la ville de Goma. Les équipes de vaccination ont été instruites de faire le porte-à-porte pour atteindre tous les enfants concernés. Au moins 2 millions d'enfants âgés de 0 à 5 ans sont attendus pour ce vaccin contre cette maladie virale extrêmement infectieuse. Les détails dans ce reportage de Amour Imani Christian, notre correspondant. C'est ici au centre de référence Carmel que la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée mercredi 7 juin 2023 dans la ville de Goma. Cette campagne a été lancée au nom du gouverneur de Provence par la conseillère en matière de santé Prisca Luanda, qui dans ce mot a indiqué que ce jour marque une étape importante dans la lutte contre la poliomyélite en Provence du Nord Kivu, où la réponse sera renforcée avec les activités de vaccination qui commencent déjà. Les équipes de vaccination ont été instruites de faire les porte-à-porte pour atteindre tous les enfants concernés par cette vaccination. J'invite en plus la population et particulièrement les parents à présenter les enfants aux agents de santé qui passeront de porte à porte pour vacciner tous les enfants se trouvant dans cette tranche d'âge, même s'ils sont malades ou ont déjà été vaccinés. Le chef de sous-bureau de l'OMS au Nord Kivu et à Ituri, le docteur Jean-Bruno Ngenze, a pour sa part évoqué 5 principes à savoir. Le premier, c'est que le vaccin contre la polio est sûr. Il est efficace et il est gratuit. Le second, c'est que plus un enfant est vacciné contre la poliomyélite, mieux, je veux dire, il est protégé contre cette maladie. Le troisième, c'est que la vaccination sauve des vies. Le quatrième principe, un enfant vacciné qui suit son calendrier vaccinal grandit sans maladie à prévention vaccinale. Et le dernier, un enfant insuffisamment vacciné ou non vacciné est exposé à plusieurs maladies ayant des graves conséquences sur sa santé et son développement. Au moins 2 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois sont attendus pour se vacciner contre la poliomyélite en province du Nord Kivu. Goma, Amour Imani Christian pour Média Afrique News. Toujours en République démocratique du Congo, mais dans la capitale Kinshasa, quitter la vie de rue pour de la musique est une option sérieuse pour de nombreux jeunes. Bagarres de gang, viols, vols, c'est le quotidien de ces derniers qui sont sans abri à Kinshasa. Mais pour beaucoup, ils peuvent sortir de cette vie et s'auto-programmer un avenir qui pourrait être plus radieux grâce à la musique, notamment le rap, comme nous l'explique Michael Ba dans ce reportage. La rue n'offre nul autre avenir que la mort. Si en substance, ce qu'il faut retenir des propos d'un adolescent surnommé des affaires, ce jeune Quinois qui veut échapper à la délinquance en faisant de la musique lorsqu'il déclare qu'il n'existe pas de grand-père voyou. Un constat amer partagé par beaucoup d'enfants abandonnés par leurs parents et dont le quotidien est rythmé par la consommation ou la vente de drogue, le vol et la violence. Les enfants viennent avec des blessures parce qu'ils vivent dans la rue et du coup, il y a toujours des gangs qui viennent pour agresser et leur vie, c'est toujours, il y a des blessures. Chacun a une lame, un canif pour se défendre avec. Le jeune homme de 32 ans a ouvert un centre culturel pour aider ces jeunes défavorisés appelés Chégué à ne pas devenir des Koulouna, ces bandits armés de machettes qui écument les rues de la capitale. Ainsi, comme alternative à cette délinquance juvénile, le jeune centre Mokoli Napoche, créé en novembre 2022,
propose à ces jeunes des activités musicales et a construit un studio d'enregistrement pour l'occasion. Une initiative que le jeune rappeur des affaires et ses camarades apprécient beaucoup. Je veux suivre les traces des grands noms de la musique congolaise, comme Fally Ipupa, conduire une belle voiture et visiter les États-Unis. La musique, c'est depuis le ventre de ma mère. Plein d'espoir, ces jeunes Quinois voient à la musique la locomotive qui les éloignera de la misère dans un pays de 100 millions d'âmes où le seuil de pauvreté est fixé à 2,15 $ par habitant selon la Banque mondiale. Au Kenya, on fait un zoom sur une boisson pas comme les autres qui fait polémique actuellement dans le pays. Le Changa, encore connu sous le nom de Kill Me Quick, tue-moi en français, est une boisson artisanale avec des conséquences dévastatrices pour les consommateurs. D'où la nécessité pour le gouvernement kényan d'agir au plus vite, ce qui n'arrange pas nécessairement les producteurs de cet alcool bon marché. Geneviève Deuno. Le long d'une rivière polluée de matar, des veloutes de fumée et de vapeur d'alcool s'échappent de vieux bidons métalliques où est distillé le Changa, une boisson artisanale traditionnellement fabriquée par distillation de céréales comme le millet et le maïs, préalablement fermentés. Qualifié de torboyau, le Changa est familièrement connu sous le nom de Kill Me Quick, tue-moi vite. À la fois un fléau et un moyen de subsistance dans les bidonvilles de Nairobi au Kenya, ces distilleries de fortune sont pour la plupart répandues ici et là, dans les quartiers les plus pauvres de la capitale kenyane et très célèbres pour fabriquer un alcool extrêmement fort et bon marché. Pour 20 shillings, c'est-à-dire l'équivalent de 13 centimes d'euros maximum, on peut s'offrir un verre de cette eau de vie âpre. À Matar, il n'est pas rare de voir des buveurs de Changa s'évanouir en pleine rue compte tenu des substances que certains y ajoutent, telles que le formol, pour accélérer le processus de fermentation et donner à la boisson des effets plus puissants. Les consommateurs sont souvent reconnaissables car même leur visage change, expliquent certains habitants. Pour résoudre les problèmes sanitaires et sociaux liés à la consommation de cet alcool de contrebande, le gouvernement avait tenté de légaliser le Changa en 2010 dans le but de briser le marché noir. Malheureusement, ces efforts de réglementation ont finalement échoué. En effet, les producteurs estiment que la répression de cette activité aurait des répercussions bien au-delà des seuls producteurs, mais sur l'ensemble de la chaîne de production et de distribution. Pour eux, le Changa devrait être réglementé car sa commercialisation permet à des familles de survivre, de payer leur loyer et de subvenir à leurs besoins. Culture pour clore ce journal et nous retrouvons nos deux envoyés spéciaux, Martial Tsonga et Justin Bitegué, qui se sont intéressés à un promoteur de la littérature au Tchad. Sosten Bernodji, s'agit de lui, a été distingué à la dernière édition du Festival international des livres gabonais et des arts. Suivez ce reportage. Lui, c'est Sosten Bernodji, un nom connu du milieu des médias et de la littérature au Tchad. Dans ses mains, une distinction reçue au Festival international du livre gabonais et des arts à Libreville. Le festival s'est déroulé du 24 au 26 mai 2023 avec une palette de programmes, des présentations de livres, des cafés littéraires, des émissions radio, des soirées de contes, puisqu'il faut mettre également en facteur tout ce qui a trait à la culture ou bien aux cultures africaines. Et le conte en fait partie. Et donc, à la fin, lors de la cérémonie de clôture, eh bien, cette distinction m'a été remise. C'est le prix Filiga, prix d'ambassadeur Filiga. Et comme son nom l'indique, un ambassadeur, c'est celui-là qui représente son pays, une entité, une institution sur un autre territoire. Amoureux de belles lettres, Sosten souligne ici les difficultés rencontrées dans le domaine de la culture en Afrique. Les problèmes en Afrique, Aimé Césaire l'a dit, hein, Haïti ou Afrique, c'est la même chose. Vous voyez, vous partez, vous sillonnez la quasi-totalité des pays africains, ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre. Le soutien aux arts et à la culture reste une grosse problématique. On a dû entendre le
président du Filiga se plaindre du manque de soutien institutionnel. Mais moi, j'étais très content qu'une institution privée, un institut d'enseignement supérieur dirigé par un étranger, un Maltais, qui a donné son soutien total et entier au Filiga. Le monde de la culture semble être l'enfant pauvre des leaders africains. Certains appellent les gouvernants du continent à s'y pencher pour le développement de l'Afrique. Nous sommes arrivés au terme de ce 20-30. Voici le rappel des titres. En RDC, les jeunes Quinois rêvent d'un avenir dans la musique, un pont pour sortir de l'oisiveté qui émerge de tous les vices dans cette partie du pays. Le rap est le choix de ces jeunes et non la rumba, comme il est de coutume à Kinshasa. Au Tchad, c'est le MPS, entendez par là, le mouvement patriotique du salut qui dit soutenir la transition tchadienne qui a pour président Mahamat Idriss Déby. Nos envoyés spéciaux Martial Tsonga et Justin Bitegué ont interviewé pour nous le secrétaire général et porte-parole du MPS. On a également eu Imani Christian en direct depuis Kinshasa en RDC qui nous parlait de cette perquisition sur les résidences de Moïse Katumbi et de son conseiller stratégique Salomon Kalonda. Merci d'avoir été des nôtres durant cette édition d'information. Prochain rendez-vous demain à la même heure sur Media Afrique News.